Mon nom est Frédéric Gosselin, professeur en génie mécanique à Polytechnique Montréal. Dans cette série de capsules, on va s'intéresser aux choses sérieuses. On va passer de la statique à la dynamique. Donc, on va étudier des problèmes vibratoires en éléments finis. Donc, commençons par une introduction. Ce qu'on a utilisé jusqu'à présent dans les derniers transparents, c'est l'énergie potentielle minimale pour obtenir une formulation énergétique de nos éléments finis. Donc, revenons à ça un peu, mais faisons quelques hypothèses pour le simplifier, puis on va construire là-dessus pour en obtenir une formulation dynamique. Donc, dans un premier temps, on va négliger tous les effets de contraintes résiduelles. On va considérer que notre corps il est sujet à un amortissement visqueux et puis une force inertielle. Et on va considérer uniquement des efforts externes sous la forme de forces concentrées au nœud. Donc, si on revient à notre énergie potentielle de déformation qu'on a obtenue il y a quelques transparents de cela, on avait une formulation suivante avec notre énergie de déformation et puis l'énergie due à la dilatation thermique. Et en venant appliquer nos différentes matrices N', donc nos dérivés de nos fonctions de forme, selon le type d'élément qu'on avait, avec nos matrices E ici, on en arrivait au final, lorsqu'on intégrait sur le volume de notre élément, à une énergie sous la forme d'une matrice de rigidité avec nos déplacements et puis aux valeurs nodales et puis une matrice Q pour la dilatation thermique avec l'interpolation de nos valeurs nodales de notre champ de température. Donc, on avait différentes matrices N selon le type d'élément qu'on obtenait, selon qu'on était en état plan de déformation, état plan de contrainte, qu'on était dans un élément solide 3D, un élément axisymétrique, etc. Donc, on avait différentes matrices N et N' qui contiennent les dérivés de nos fonctions de forme. Donc, on avait ça en statique. Maintenant, ce qu'il va falloir faire en dynamique, c'est venir rajouter l'effet des forces dynamiques. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est en considérant ça comme des forces, un travail des forces extérieures. Donc, dans un premier temps, ce qu'on avait dit, c'est que le travail des forces extérieures, comme des forces ponctuelles, mais c'était les valeurs nodales de nos déplacements fois les forces ponctuelles. Et donc, si on vient appliquer cette idée-là à l'amortissement, faut venir se définir une force visqueuse. Donc, la force visqueuse, c'est quoi? C'est tout simplement, lorsqu'on parle en physique d'une force visqueuse, on parle d'une force qui est proportionnelle à la vitesse. Donc, delta point, ça va être la dérivée temporelle de notre déplacement. Donc, ça, c'est notre champ de déplacement dans notre corps. Et donc, pour dire que c'est une force visqueuse, ce qu'on va dire, c'est que la force va être dans le sens opposé. Donc, c'est pour ça qu'on a un signe moins à la vitesse dans notre corps. Et puis, C ici, ça va être tout simplement la constante de proportionnalité de notre force visqueuse. Donc, la force visqueuse, c'est moins C fois le champ de vitesse. Si on veut calculer le travail de ces forces visqueuses-là, on va intégrer sur le volume nos déplacements fois les forces visqueuses. Donc, déplacement fois travail, déplacement fois force, ça nous donne un travail. Et donc, nos forces visqueuses, c'est moins C delta point. Et puis, ce qu'on va se rendre compte, en fait, quand on y pense, c'est que delta point, c'est les dérivés de notre champ de déplacement dans le temps. Et notre champ de déplacement, ça va être quoi? Ça va être l'interpolation de nos valeurs nodales. Et donc, nos fonctions d'interpolation, nos fonctions NI, elles ne changent pas dans le temps. Elles ont une forme spatiale qui est fixe dans le temps. Elles ont toujours la même forme dans le temps. Donc, la seule chose qui se dérive, c'est les valeurs nodales. Donc, on avait les déplacements nodaux delta I. Là, on va avoir des vitesses nodales delta I point. Et donc, si on vient substituer ça dans notre équation pour le travail des forces visqueuses, on vient remplacer notre delta puis notre delta point par nos NI delta I puis NI delta I point. On peut sortir nos delta I puis delta I point de notre intégrale et donc on se retrouve avec une intégrale sur le volume qui ressemble à ça avec un tenseur dyadique avec nos fonctions d'interpolation NI
puis notre constante d'amortissement C. Et donc, lorsqu'on vient intégrer ça sur le volume, ça nous donne la matrice C, la matrice d'amortissement de notre corps, avec son travail exprimé comme étant la multiplication avec le déplacement et puis la vitesse au nœud. Donc, pour la force inertielle, on va avoir quelque chose d'assez semblable, sauf qu'au lieu d'utiliser la vitesse, le champ de vitesse delta point, on va utiliser le champ d'accélération delta point-point. Et notre constante de proportionnalité, ça va être ρ, donc la masse volumique du corps qu'on considère. Et puis, comme pour la force visqueuse, la force inertielle, elle va agir dans la direction opposée de l'accélération. Donc, de la même manière, on calcule le travail de ces forces inertielles-là. Et puis, il n'y a que nos valeurs nodales qui varient dans le temps. Et donc, lorsqu'on vient intégrer notre tenseur dyadique avec notre masse volumique sur l'espace, on obtient une matrice M qui est la matrice de masse de notre élément avec les déplacements nodaux et puis les accélérations nodales. Donc, lorsqu'on vient remettre tout ça ensemble, l'énergie de déformation et puis le travail des forces extérieures aussi, on en obtient l'énergie potentielle totale grand pi de notre système dynamique. Et donc, qu'on soit en statique ou en dynamique, notre structure va toujours obéir au théorème de l'énergie potentielle totale minimale. Donc, c'est-à-dire que notre structure elle va toujours adopter une déformation qui va venir minimiser son énergie potentielle totale. Et donc, c'est-à-dire qu'on va dériver notre énergie potentielle totale grand pi par rapport à chacun de nos degrés de liberté delta I. Et ça va être fixé à 0 pour venir minimiser tout ça. Donc, en venant dériver par chacun de nos degrés de liberté l'équation qu'on avait au transparent précédent, on en arrive à cette grande équation matricielle-là qui régit la dynamique de notre structure. Donc, on va avoir K, une matrice de rigidité fois les déplacements. Ici, on a les effets de dilatation thermique. On a une matrice d'amortissement C fois les vitesses nodales, plus une matrice de masse fois les accélérations nodales. Et puis, tout ça, c'est égal à une force extérieure nodale, Fi. Et donc, c'est là-dessus qu'on va construire pour étudier le comportement vibratoire de différentes structures.